Le dessin est reconnu comme une forme d'expression à part entière. Mais est-ce que c'est un domaine qui se suffit réellement à lui-même? Bonjour à tous et bienvenue au Pixie Talks, le podcast où nous parlons du dessin, des réalités, des hauts et des bas du domaine au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir un invité qui n'est pas forcément un dessinateur, mais qui participe dans le domaine du dessin de façon présente et constante. Il s'agit de Sedo, qui est le scénariste de la BD à succès Miwa et qui est copropriétaire du studio Sanzi Studio. Alors, bonjour déjà. Nous allons commencer ce podcast avec la question suivante. Qu'est-ce qui, dans ton enfance ou ton parcours, a déclenché ce besoin de raconter des histoires au point d'en faire ton métier? Alors, je pense que ce qui m'a poussé à vouloir raconter des histoires au point d'en faire mon métier, c'était cette fois où j'étais à la médiathèque et il y avait ce conteur très connu en Guadeloupe qui s'appelait Benzo. Il racontait ses histoires à un groupe d'enfants et à la fin, il y a une petite fille qui s'est levée et qui a dit « Merci monsieur, jusqu'à aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était possible que quelqu'un comme moi, donc quelqu'un qui a la même couleur de peau, puisse être un personnage principal ou important ou héroïque dans une histoire. » D'ici là, en fait, j'ai compris que à ce moment-là, c'est ça que je devais faire. Je savais que je voulais écrire des histoires, mais je savais pas vraiment quoi. Et c'est après justement cette fameuse interaction que j'ai compris que c'était ce que je devais faire. Je devais raconter des histoires qui mettent en avant notre culture et des personnages qui nous ressemblent. Ok, nous sommes dans un domaine assez créatif, qui pousse à la réflexion et à l'imagination. Qui dit création dit idée, qui dit origine. Alors, quand tu crées un scénario ou un livre, comment germe l'idée initiale et comment se transforme-t-elle en une œuvre complète? Alors, comment germe l'idée initiale d'un scénario et comment se transforme-t-elle en œuvre complète? Je pense que c'est très simple. Ça peut venir de n'importe quoi. Je peux regarder un film, une série, ou alors regarder un truc qui n'a strictement rien à voir, genre une flaque d'eau, et là, il y a mon cerveau qui connecte les points entre eux. Je peux même me réveiller, me dire « Ah ouais, j'ai l'idée. C'est ça. » Ça peut vraiment partir de n'importe quoi. Tout ce que mon esprit peut capter, il le transforme en idée. C'est son super pouvoir. Mais comment j'arrive à la transformer en œuvre complète? La musique. Je mets mon casque, j'écoute de la musique, n'importe quel type de musique. Et voilà, l'idée se développe. Après, en fonction de la musique, l'idée peut changer. Admettons, je veux une scène de combat, je veux une musique de combat. Je veux une scène épique, j'écoute une scène épique, enfin une musique épique. Si je veux une scène romantique, une musique romantique, voilà. Donc c'est vraiment la musique qui fait et qui m'aide à consolider toutes ces idées. Donc j'ai d'abord une idée qui vient. Et après, avec la musique, je réfléchis, je connecte justement tous les points. Et ça peut prendre des heures, comme ça peut prendre des jours, mais toujours la musique est là. Et le temps, il faut du temps justement, comme le bon vin, pour que l'idée puisse maturer. Du temps et de la musique, c'est noté. Prochaine question, qu'est-ce qui t'a poussé à cofonder un studio d'édition, et comment arrives-tu à concilier ta vision artistique avec les réalités économiques du marché? Alors, je pense que la maison d'édition, ça ne vient de Talian. Donc, de base, c'était pas une maison d'édition, c'était un studio. Donc, il devait avoir 3 filiales, c'est-à-dire maison d'édition, animation et jeux vidéo. Ça, c'est ce que Talian, mon illustrateur et le cofondateur de Zonzi, a voulu. Il est venu me voir, je lui ai dit, bon, ok, allons-y. Il a réussi à me convaincre, j'ai dit, voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive à concilier notre vision artistique avec la réalité du marché? Écoute, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, il y a un vide, il y a un manque, il y a une demande de ce qu'on fait. Qu'est-ce que Zonzi fait? C'est la représentation culturelle africaine et caribéenne.
On n'a pas beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de gens qui demandent. Donc au final, pour nous, on n'a pas vraiment besoin de faire des concessions. Au contraire, on peut faire des choses comme on le veut. Et on sait qu'il y aura des consommateurs, il y aura des gens intéressés. Donc au final, c'est tout bénéf pour nous, ce qu'on est en train de faire. Ce qui ne doit pas être évident pour tout le monde, mais pour nous, c'est une grande opportunité. Peux-tu nous décrire, étape par étape, ta manière de travailler, de la première étincelle d'inspiration jusqu'au produit final? Alors, je pense l'avoir peut-être déjà décrit, mais je vais peut-être aller peut-être plus en détail. Donc, comme j'ai dit, l'idée, elle peut germer comme ça. Genre, je peux dormir, me réveiller, boum, j'ai l'idée. J'ai lu peut-être un article ou alors un livre et boum, j'ai une idée qui vient. Alors de cette idée, il faut que je la développe. Donc un peu de musique pour m'aider à développer l'idée. Où est-ce que je veux emmener tout ça? Il faut savoir qu'est-ce que je veux raconter. C'est-à-dire qu'il me faut le point de départ et surtout il faut la fin. Je pense qu'il faut la fin en premier parce que la fin permet de déterminer tous les événements qu'il y aura entre le début et la fin. Donc, où je vais emmener l'histoire et quels éléments je vais mettre au milieu pour pouvoir aller vers cette fin. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, je commence par la fin, je me dis, ok, c'est là où je veux aller. J'ai besoin de ça. De quoi l'histoire va parler? Qui sont les personnages? Quelles seront leurs personnalités? Ça va dépendre de l'histoire que je veux raconter. Je sais pas moi, si je veux écrire une histoire par exemple, de vengeance, il me faut un personnage qui va coller avec cette histoire. Sa personnalité doit coller. Avec qu'est-ce que je veux raconter? Est-ce que je veux raconter l'histoire de vengeance de quelqu'un que il n'a jamais voulu se venger, mais les circonstances ont fait que ça a changé sa personnalité et au final, il se rend compte qu'il va devenir un monstre. Je lui donne cette personnalité-là. Voilà. Tout dépend de qu'est-ce que je veux raconter. Ensuite, concernant le fameux produit final, mais en fait ça n'arrive uniquement que à la fin. À la fin, quand je dis petit la fin, je veux dire dans le cadre de manga, quand c'est ancré. Tant que ce n'est pas ancré, donc tout est susceptible d'être modifié et tout est modifié en cours de route. Donc ce que j'ai au début, le produit que j'ai au début n'est pas le même que j'ai à la fin. Et ça, on peut pas le savoir. Parce qu'une idée peut germer, mais il faut pas juste mettre une idée qui a germé là parce qu'on a eu l'idée, il faut que voir si ça colle avec ce que l'on veut écrire. Ça doit être cohérent. Parce qu'on oublie qu'on construit quelque chose, c'est comme une maison. Tu peux pas mettre n'importe quoi dans ta maison. La structure va peut-être pas résister. Donc voilà. Faut avoir des idées, laisser le temps de bien maturer, parce que ça va toujours bien maturer, mais pas trop non plus, pour que ça tombe pas, et il faut pas non plus tomber dans le perfectionnisme. Il faut se lancer et se dire voilà, c'est pas parfait, mais ça, c'est l'histoire que je veux raconter. Veux-tu partager un moment où un projet a échoué, ou a pris une tournure inattendue, et comment cette expérience a façonné ton approche actuelle? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de projet qui a échoué, mais un projet qui a pris une tournure inattendue, je pense que c'était Miwa. Il faut savoir que Miwa, à la base, c'était pas Miwa, ça s'appelait Nation Créole. Et je savais pas trop qu'est-ce que je voulais raconter à nos débuts. Et on a appris énormément. On a appris énormément de cette expérience qui nous a permis, en fait, d'avoir le Miwa qu'on a aujourd'hui. Donc, je dirais que il faut pas avoir peur de l'inattendu. Il faut savoir se préparer. Il faut savoir être flexible parce que ce genre d'événement, ça nous permet de grandir énormément. Ça vous permet de grandir énormément parce que on sait jamais. La vie, c'est inattendu. Le futur, il n'y a rien de plus incertain que le futur. Et il faut savoir, comme j'ai dit, être flexible pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible et évoluer. Quelle place occupent les émotions personnelles dans ton écriture et tes choix éditoriaux? Y a-t-il une œuvre qui t'a particulièrement marqué pour cette raison?
Eh bien, je pense que les émotions sont quand même centraux pour tout artiste. Je pense pas qu'il existe un artiste qui est capable d'exprimer son art sans y mettre ses émotions. Donc, je dirais que voilà, c'est central pour moi. C'est central, c'est important. Sans émotion, on ne peut pas écrire quoi que ce soit, ou pas créer quoi que ce soit, parce que là, c'est la capacité de faire ressentir des émotions aux gens et de les véhiculer. Donc, c'est important pour chaque artiste de mettre des émotions dedans. Surtout pour scénariste ou un dessinateur, c'est important parce qu'il faut que la personne dans une scène qui est triste puisse ressentir la tristesse, une scène de joie peut ressentir la joie, une scène épique peut ressentir l'épique. Donc, les émotions sont centraux, capitaux, cruciaux pour chaque artiste. Alors, une œuvre qui m'a particulièrement marqué, je pense que c'est Anacri. Anacri et la dernière écaille. C'est un livre qui est centré sur les Kalinago, les Arawaks, qui sont les premiers habitants des îles des Antilles. Et on y suit un jeune Anacri qui commet une erreur qui va détruire le monde et qui, bon, un petit spoil, finit par se sacrifier pour pouvoir le sauver. Il se rend compte que, voilà, nous sommes partie de la nature, nous ne sommes pas au-dessus d'elle. Et voilà, il faut savoir donner quand on a pris. Donc oui, c'est le genre d'histoire qui m'a marqué parce que moi, c'est lié à ma culture et c'est une très belle histoire. Très belle histoire qui montre que dans un monde où on prend tout, il perd de ses couleurs. Dans un monde où on donne, il reprend de ses couleurs. En fin de compte, l'art est au final non pas juste une façon de s'exprimer vide, mais c'est plus, disons, un repère sur les véritables émotions et les expressions des gens, parce que nous exprimons ce que nous ressentons, nous exprimons ce que nous sommes, disons. Comment perçois-tu l'évolution de la narration et de l'édition dans les 10 prochaines années, surtout face à l'IA et aux nouveaux modes de consommation culturelle? Eh bien, je dirais que bon, comme toute technologie ou nouvelle technologie, l'IA sera énormément utilisée. On n'y peut rien. Il faut vivre avec, s'adapter. Enfin, on s'adapte ou on meurt. Et je me dis que l'IA, c'est la différence avec l'humain. C'est que l'humain, il a une histoire, il a un vécu et surtout il a des émotions. Tu vois, et chaque œuvre est en fait un peu autobiographique. Donc on ressent ce que la personne, elle a ressenti, ce qu'elle a vécu, comment elle est. L'IA, elle copie. Donc, tu dois lui donner un modèle, elle va le copier. Donc moi, je n'ai pas peur qu'un artiste vienne et se dise, en fait, je peux pas plus vivre de mon art, je peux plus présenter mon art comme ça. Non. Ça va toujours fonctionner parce que nous sommes humains. Nous sommes attirés par les émotions, nous sommes attirés par les autres. Donc, on va toujours privilégier l'humain à l'IA. S'ils utilisent bien ses réseaux sociaux, son marketing et tout, et qui se présente comme un humain, pas comme une IA qui essaie de se passer pour un humain, parce que ça, je pense que malheureusement, ça a déjà commencé. Ça va vraiment être exacerbé au cours des 10 prochaines années. Mais voilà, si c'est un humain, on le soutiendra. On soutiendra toujours l'humain. L'humain vient avec son projet, avec son œuvre. Il fait sa bonne promotion parce que la promotion, pour moi, c'est le plus important que le produit. Il va fonctionner parce que là, l'IA, elle est capable de sortir certaines choses qui sont pas mal et très vite. Mais quelque chose fait par un humain, c'est fait avec le cœur, c'est fait de manière unique, si tu vois ce que je veux dire. Et vu que c'est fait de cette manière unique, on sent que il y a un vécu derrière, il y a une personne derrière. Je pense que ça va toujours l'emporter par rapport à l'IA. Tant que nous serons des humains, bien évidemment. On va toujours soutenir l'humain. Parce que l'humain, on se reconnaît en lui. Alors que l'IA, on va se dire, ça c'est juste une machine froide, insensible. Mais lui, il a un vécu. Il nous attrape par les sentiments. Et nous avons ces sentiments. Tous. L'humain est grégaire, l'humain a besoin de l'autre humain. Alors que l'IA, voilà, c'est un outil. Donc je n'ai pas peur pour l'art. Je n'ai pas peur pour l'art. Dans les 10 prochaines années, on fera toujours de l'art. L'humain sera toujours là.
parce que la technologie était là, elle a avancé, mais on est toujours là en tant qu'humain. Donc non, je n'ai pas peur. Au contraire, l'IA sera là pour faciliter certains processus et permettre à l'art de sortir un peu plus vite. Et aux gens d'avoir accès aussi à certaines connaissances qui leur permettront de développer leur art aussi un peu plus vite. Donc non, je n'ai pas peur de l'IA. Je dis que l'IA est un outil qui sera très utile, utilisé à bon escient. Comme chaque outil, il y aura des utilisations malfaisantes, mais un outil qui sera indispensable et qui va vraiment aider l'art à progresser s'il est utilisé de la bonne manière et à sortir de manière un peu plus rapide et régulière. Si tu devais former un scénariste débutant aujourd'hui, quels seraient les 3 principes fondamentaux que tu lui transmettrais? Alors, si je devais former un scénariste dès le début, quel principe je lui donnerais d'abord? Je lui donnerai le premier principe, ce sera l'humilité. Parce que l'humilité, sans humilité, on ne peut pas progresser. L'humilité, ça nous permet justement d'être confrontés à nos failles, les corriger et avancer. Donc sans ça, c'est mort. Je pense que ça, en plus, l'humilité, c'est valable pour tout, pas juste un scénariste, absolument tout le monde. Pas seulement dans le domaine artistique, tout le monde a besoin d'humilité si on veut avancer, si on veut progresser. Parce qu'il faut avoir l'humilité aussi pour écouter les critiques des autres et se dire c'est intéressant, pas s'offusquer et progresser. L'humilité. Ensuite, je dirais la patience. La patience parce qu'on n'a pas tout de suite. Il faut du temps. Il faut du temps pour pouvoir progresser aussi, s'emboler les étapes. Il faut vraiment y aller étape par étape, pas aller trop vite, parce que si tu vas trop vite, tu vas tomber et il faudra tout recommencer étape par étape, parce que tu as voulu sauter trop d'étapes. Donc oui, il y a la patience, qui est un principe aussi important. Et je pense que le dernier principe, et je pense que il est très important aussi celui-là, c'est le fait de ne pas abandonner. Voilà. Faut pas abandonner. Il faut conserver son cap. Quand tu es sûr que tu veux aller quelque part, si tu dis je veux être scénariste, je veux être dessinateur, ok, il faut y aller. Te dire voilà, ça sera dur, mais voilà, faut continuer. Parce que pour celui qui veut, l'échec n'est pas un mur. L'échec, c'est une porte. C'est une porte qui te permet de progresser. Donc voilà. C'est ce que je dirais à un scénariste si je devrais le former. Et bon, notre conseil aussi, toujours alimenter son imaginaire, pas seulement avec les choses qu'il aime, mais avec absolument tout. Tout ce qu'il peut consommer. Lecture, film, jeux vidéo, absolument tout. Reportage, absolument tout. Comme ça va alimenter son imaginaire et il pourra écrire de meilleures histoires. Ok, en tant que créatif et entrepreneur, quelle est ta vision du succès et comment la mesures-tu au quotidien? Alors, qu'est-ce que le succès pour moi et comment je le mesure? Le succès, ça dépend des objectifs que je me suis fixés. Alors, voilà, donc si mon objectif c'est d'ouvrir une maison d'édition, c'est bon, j'ouvre une maison d'édition. Si mon objectif c'est de sortir mes voix et le commercialiser, voilà, j'ai réussi, j'ai commercialisé mes voix. Mais il faut savoir, il y a des petits succès. Hein. Il faut surtout pas les négliger, ils sont importants. Des petits succès, hein, genre aujourd'hui j'ai réussi à écrire une phrase, j'ai réussi à écrire un paragraphe, j'ai eu un chapitre d'un livre qui va me permettre d'écrire mon scénario, tu vois, des petits succès comme ça. Voilà, faut pas les négliger, ils sont importants parce que on fait un voyage commence par un pas. Et chaque pas est important jusqu'à arriver à la destination. Parce que s'ils sont pas là, on n'arrive pas à la destination. Et le succès, vraiment le gros succès, c'est l'objectif qu'on s'est fixé sur le long terme. Dire voilà, je veux écrire un tome, une histoire. J'ai écrit un tome d'une histoire. J'ai voulu le commercialiser. Les gens ils ont aimé. C'est un gros succès. Voilà.
C'est des gros succès. Mais les petits succès, il ne faut pas les négliger. Ils sont importants. Ça booste l'ego. Et l'ego, c'est important. Parce que l'ego, c'est comme tout le reste. Si on ne le nourrit pas, il meurt. L'ego n'est pas un problème. En soi, l'ego, c'est un problème quand il est trop gros et prend trop de place. Voilà. Et qu'on n'a pas l'humilité pour pouvoir progresser et demander de l'aide. Mais l'ego est important, faut pas le négliger. Et ça vient avec des petits succès qui permettent de tenir la route. Jusqu'à arriver au gros succès qui va vraiment pousser l'ego, te dire, ah oui, j'ai réussi et je suis fier de moi. Donc voilà, le succès est divisé en deux. Les petits succès qu'il ne faut pas négliger et les gros succès. La dernière question, malheureusement. Si demain, imaginons, toutes tes œuvres disparaissent sauf une seule, laquelle garderais-tu et pourquoi? Alors, si demain toutes mes œuvres devaient disparaître et que je devais en garder une, laquelle que je choisirais? Je pense que je choisirais Miwa. Parce que Miwa, en fait, c'est l'œuvre qui est le plus, on va dire, complet. Alors, je m'explique. Les autres œuvres que j'écris, elles sont plus axées dans une culture, un lieu, tu vois. Donc, alors que Miwa, lui, c'est un peu un melting pot. Il y a un peu de tout. Il y a ma culture, la culture africaine, la culture mondiale. C'est un mélange à peu près de tout. Il y a un peu de tout dedans. Donc, je pense que c'est l'œuvre qui est la plus complète. L'œuvre qui est aussi afro-fantasy. Donc, je pense que si une devrait rester, ça serait celle-ci. Ça serait celle-ci parce que elle a aussi un énorme potentiel. Elle a un énorme potentiel à cause de ça, au niveau de l'écriture, au niveau de l'univers, au niveau du design. Donc ouais, ça devrait être celle-là. J'en ai d'autres, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, c'est un peu plus... bon, c'est pas autant culturel. C'est pas un bouillon culturel comme Miwa. Tu vois, l'histoire va peut-être pas plaire à toutes les autres personnes parce que c'est des histoires qui se passent dans des lieux, des moments différents, bien précis, alors que Miwa, c'est un peu plus universel. Ça peut parler peut-être un peu plus tout le monde, ça peut attirer un peu plus au large public, tu vois. Alors que les autres aussi peuvent, mais je pense plus que Miwa. Parce que voilà, là tout le monde pourra se reconnaître. Il n'y aura pas juste les Antillais, les Caribéens, les Africains. Non. Tout le monde peut se reconnaître dedans, tout le monde peut trouver quelque chose d'intéressant dedans. Donc oui, si je devais garder une œuvre et effacer toutes les autres, ça serait mieux. Et c'est ici que s'achève malheureusement cet épisode. Je vous remercie tous. Toi, Cédou, d'avoir été présent et de nous avoir partagé ton expérience qui était très instructive et très utile pour nos auditeurs. Je vous remercie également, chers auditeurs, pour votre présence, pour vos conseils, pour vos soutiens et surtout pour vos commentaires qui sont très pris en compte. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour un prochain épisode du Pixie Talk. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'hésitez pas à revoir les anciens épisodes et restons connectés ensemble. Ciao, ciao!